monde dans lequel nous pénétrons en naissant est brutal et cruel, et en même temps d'une divine beauté. La vie est faite de sens et de non-sens. J'ai l'espoir anxieux que le sens l'emportera. Carl Gustav Jung. « 2000 ans d'histoire ». De l'histoire des débuts de la psychanalyse, on retient surtout le nom de Freud, en oubliant un de ses plus proches disciples devenu son rival, Carl Gustav Jung. Accusé de déviationnisme parce qu'il refusait d'accorder à la sexualité l'importance que lui donnait Freud, soupçonné de complaisance à l'égard du nazisme, passionné par l'alchimie, l'occultisme, les philosophies et les religions orientales, inventeur des concepts nouveaux d'inconscient collectif et de psychologie des profondeurs, Jung a été rejeté et discrédité par l'école freudienne. Il n'en demeure pas moins que la rencontre en 1907 entre les deux figures les plus importantes de la psychanalyse demeure un moment essentiel de son histoire. Écoutez Sigmund Freud, puis Carl Gustav Jung. I discovered some important new facts about the unconscious. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. Psychoanalysis, meaning Sigmund Freud. Oh, well, I paid a visit to him in Vienna, and then we talked for... J'ai rendu visite à Freud à Vienne et nous avons parlé pendant 13 heures sans interruption. Sans nous rendre compte que nous étions épuisés, mais c'était formidablement intéressant. Christian Gaillard, bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup écrit sur cette fameuse rencontre de 1907 entre Freud et celui qui deviendra son principal adversaire, Carl Jung, que l'on vient d'entendre. Vous en parlez vous-même dans un livre sur Jung qui a été publié aux éditions Que sais-je, en rappelant qu'en 1907, quand même 7 ans avant de se séparer, l'accord entre les deux hommes est total à ce moment-là. Oui, je vois que vous voulez que d'emblée nous mettions l'accent sur non seulement les rapports, mais les rapports de tension entre Freud et Jung. C'est de bonne guerre, j'imagine, dans une émission qui veut faire comprendre... On essaie de faire des choses aux gens. Qui veut faire comprendre. Il n'y a pas d'intention dans ma question. Si, tout de même. Les deux hommes sont quand même très connus, et Jung est connu par ses rapports avec Freud. Bien sûr. Et ça a commencé comme ça, d'ailleurs. Ceci dit, la question qui se pose, c'est celle de savoir s'il est juste, comme vous l'avez fait, de le définir tout d'abord comme un disciple et comme un adversaire de Freud ou comme un rival de Freud. Je crois vraiment que la question ne se pose plus du tout dans ces termes-là, même si elle a pu se poser à un certain moment, compte tenu des personnalités respectives en présence, sous cette forme. Ni disciple, ni adversaire, ni surtout rival. Et je crois qu'il faut... c'est tout faux, là. Il faut quand même approfondir un tout petit peu ce point. En effet, on pourrait s'étonner qu'aujourd'hui, 3 ou 4 générations après les pères fondateurs, c'est-à-dire notamment après Freud et Jung, on en soit encore à définir notre propre façon d'être analyste et les analyses dans lesquelles s'engagent nos analysants en fonction de ces éminentes personnalités marquantes, attachantes, décisives, avec une capacité théorique qui nous dépasse tous, qu'on soit encore en train de définir notre façon d'être analyste et notre façon de pratiquer l'analyse en fonction de ces grandes personnalités, de leur histoire propre. Mais comme c'est une émission d'histoire, c'est pour ça que je vous posais la question. On rappelle les circonstances de leur rencontre. J'entends bien, et d'ailleurs sur le fond, je serais d'accord avec vous. Je serais d'accord avec vous dans la mesure où justement la psychanalyse, avant d'être, du moins à ma connaissance et selon ma pratique, un corpus théorique, une théorie constituée, une problématique qui s'érigerait en vérité et qui donc prétendrait de là à l'orthodoxie, la psychanalyse est une expérience, et une expérience personnelle, une expérience engagée, une expérience qui dépend donc de l'histoire de chacun, de la structure de chacun, et dans cette perspective-là, il est évidemment important pour chacun de nous, je veux dire pour chaque analyste, mais aussi pour chaque analysant qui a à choisir son analyse, de savoir avec qui il travaille, dans quelle foulée, dans quelle perspective, c'est-à-dire sur le fond, dans quel type de rapport à l'inconscient il va s'engager dès lors
qu'il s'engage dans une analyse. Alors parlons des rapports entre Freud et Jung. Et au début, ils sont très bons, vous le rappelez dans votre livre. Je crois que Jung intéresse Freud parce que Freud découvre avec lui un travail que fait Jung sur les névroses. Freud travaillant surtout sur les psychoses. Freud travaillant surtout sur les névroses, sur l'hystérie. Jung sur la schizophrénie. Je crois aussi, vous le dites, que Jung apporte à Freud quelque chose d'important. Il permet à Freud, par Jung, d'élargir, de sortir la psychanalyse qui en est à ses débuts du cercle très fermé des juifs viennois. Donc ça, il s'apporte quelque chose à tous les deux quand ils se rencontrent. Ils vont rester ensemble pendant 7 ans. Freud, d'ailleurs, confiant à Jung des responsabilités énormes. Il le considère même comme son dauphin, Christian Gaillard. Oui, il le considère comme son dauphin, comme son héritier. Il en fait le tenant et le responsable des principales institutions de la psychanalyse. Jung sera le premier président de l'Association internationale de psychanalyse. Il sera le rédacteur en chef de la principale revue officielle de la psychanalyse jusqu'au moment de la rupture, sur laquelle nous allons revenir, j'imagine, en 1913-1914. Mais je crois, si vous me permettez, qu'il faut bien remettre les choses en place dès l'origine. Et dès l'origine, il faut là être très précis quant aux faits, et les faits sont d'abord des dates. Vous vous souvenez que Freud est né en, disons, 1856. Jung est né en 1875. C'est-à-dire qu'il y a entre ces deux hommes 19 ans d'écart. Alors 19 ans d'écart, c'est extrêmement intéressant, parce que 19 ans d'écart, c'est assez pour faire de l'un Freud, évidemment le maître, d'autant qu'il est le père fondateur de la psychanalyse, et pour faire de l'autre le disciple qui voudrait bien être le fils de ce grand maître-là, bien évidemment, et c'est parti de ce pas-là, d'ailleurs pas dès 1907, mais dès 1900, dès la parution de la Traumdeutung, de l'interprétation des rêves par Freud, que Jung s'est attaché à faire connaître dans les milieux psychiatriques de l'époque dans lesquels il avait la plus haute autorité. Au demeurant, 19 ans, c'est l'écart, disais-je, qui permet de se poser l'un en maître et l'autre en disciple, ou du moins en disciple qui voudrait le rester, mais ça n'est pas assez pour faire de l'un le père et l'autre le fils, de sorte qu'il y a eu d'emblée un biais qui s'est introduit dans les représentations et les attentes de l'un par rapport à l'autre, qui ne pouvaient être que déjoués par l'histoire. Sur ce premier point déjà, l'écart entre les attentes et les représentations réciproques rencontrait un hiatus qui a été payé par l'histoire, évidemment. En tout cas, une passion, un grand intérêt de Freud, je vous dis, qui faisait presque de Jung son dauphin. Vous citez une lettre de 1909 de Freud à Jung, qui dit à Jung, justement, « Vous serez celui qui, comme Josué, si je suis Moïse, prendrait possession de la terre promise de la psychiatrie. » Alors, vraiment, la confiance est totale jusqu'en 1909, donc, jusqu'en 1913, 4 ans après cette lettre, une rupture, donc, entre les deux hommes. On écoute Jung expliquant en 1959 les raisons de leur séparation. Well, he was a complicated nature, you know. C'était quelqu'un de compliqué. Je l'aimais beaucoup, mais je me suis vite aperçu que quand il avait pensé quelque chose, c'était établi. Alors que moi, je doutais. Et c'était impossible de discuter vraiment de quelque chose à fond. Vous voyez, il n'avait pas vraiment de formation philosophique, tandis que moi, j'étudiais Kant. J'étais complètement plongé dedans. Et ça, c'était très loin de Freud. Donc, dès le début, il y a eu divergence. Alors c'était Jung dans les années 50 évoquant les raisons de leur rupture en 1913, la rupture qui se produit pour d'autres raisons, Christian Gaillard, que par le fait que l'un lisait Kant et l'autre non. Il y a des ruptures sur le fond, sur ce qu'ils pensent eux-mêmes de la psychanalyse. Oui, encore que la différence de tradition, c'est-à-dire d'héritage dans lequel on s'inscrit, suivant qu'on est fils d'un pasteur bâlois, ce qui était le cas de Jung, ou qu'on est un neurologue de milieu juif installé dans une Vienne assez chroniquement antisémite, ce qui était le cas de Freud, évidemment que ça n'engage pas aux mêmes perspectives et au même rapport à l'inconscient, ça tombe sous le sens. Ceci dit, pour ce qui est de la référence à Kant, il faut bien la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est une position
épistémologique, excusez la grossièreté du terme, je veux dire que pour Jung, il a d'emblée été évident que le travail de la théorie consiste à donner la meilleure expression possible de ce dont on a pu faire l'expérience et de concevoir, de former les concepts qui permettent de rendre compte des diverses modalités du rapport à l'inconscient sans trop savoir au demeurant à quoi on a affaire en définitive. Il y a là un vrai débat sur le fond, c'est-à-dire comment apprend-on à se tenir, y compris dans la théorie, quand on a affaire à quelque chose qui nous échappe, mais qui nous tient, qui nous anime, qui nous structure, c'est-à-dire l'inconscient, qui par nature échappe au conscient. Et donc l'érection en vérité d'une théorie est dans une perspective kantienne qui est aussi qui deviendra la position du clinicien, du théoricien Jung, c'est une position qui pour lui est requise en méthode pour le clinicien lui-même. Alors il refuse, il faut rappeler Jung, la théorie sexuelle de Freud, pour lequel, au fond, Freud qui plaçait la sexualité au centre de toute sa réflexion. Pour Jung, la sexualité n'était pas la seule chose qui déterminait l'inconscient. Il introduit, au-delà d'ailleurs de l'inconscient individuel, la notion d'inconscient collectif déterminé par ce qu'il appelle, je crois, les archétypes. Oui, mais là, vous voyez... On va aller vite, mais on a peu de temps, malheureusement. En effet, on va un peu vite, parce que je ne sais pas s'il faut admettre comme ça, tout de go, votre formulation, Jung refuse la sexualité. Non, l'explication par la seule sexualité de l'inconscient. Alors je crois qu'il faut approfondir ici la question, même si nous sommes pressés, si vous me permettez. La question, c'est celle de savoir comment on aborde l'inconscient. Faut-il l'aborder au seul titre du refoulement, et donc du refoulement de la sexualité, et en particulier la sexualité infantile, ce qui est la position continue de Freud, et qui évidemment nous apprend beaucoup de choses sur sur la façon dont l'inconscient se constitue, et dont il nous revient précisément par le retour du refoulé. Ou alors, y a-t-il lieu, et c'est la position de Jung, de considérer que l'inconscient est premier. L'inconscient est premier comme le corps est premier avant même ma pensée, avant mon esprit, avant mon émotion, avant ce que je peux me dire de mes propres sentiments. L'inconscient est premier, il est dans le corps, et c'est à partir de là que se produit un devenir conscient, qu'émerge un sujet qui apprend à se débattre avec ce à quoi il est assujetti, avec ce qui le tient, ce qui le maintient, parfois de façon d'ailleurs transgénérationnelle, et qui lui permettra de faire face aussi au conscient collectif qui l'entoure, et dont il a aussi à se dégager au titre de ce que Jung entend lorsqu'il parle de processus d'individuation. J'imagine qu'on reviendra sur ce point. Et lorsqu'il parle aussi d'archétype, un concept nouveau inventé par Jung, qui déterminait notre inconscient, voici comment justement Jung définissait les archétypes. L'archétype est une force, il est autonome. Il peut vous saisir soudainement, c'est comme une prise de possession. Ainsi, par exemple, tomber amoureux, à première vue. Vous avez eu en vous-même, sans le savoir, une certaine image de la femme. Vous voyez cette femme ou quelqu'un qui s'en approche beaucoup, et instantanément, vous êtes saisi, vous êtes pris. Plus tard, vous pouvez découvrir que c'est une erreur monumentale. Il voit qu'elle ne lui convient pas du tout. Et il vient me dire, par pitié docteur, aidez-moi à me détacher de cette femme. Il ne le peut pas, il est comme prisonnier entre ses mains. C'est l'archétype. Alors l'archétype, si j'ai bien compris Jung, Christian Gaillard, c'est l'idée que l'on se fait, l'idée préalable que l'on se fait, par exemple, d'une femme avant de la rencontrer. Une femme en général. Si vous voulez comprendre quelque chose à ce qu'on appelle archétype, je pense qu'il faut partir du plus élémentaire. Le plus élémentaire, c'est que nous sommes habités, peuplés par toutes sortes de présences qui peuvent prendre forme et figure, qui peuvent prendre un tour assez particulier pour qu'ensuite vous puissiez les projeter sur votre entourage. Ce qui fait que vous faites subir aux femmes que vous rencontrez une image, l'image de ce que vous attendez ou de ce que vous ne supportez pas d'elles. Donc il y a ces présences intérieures, ces présences qui ont assez de force pour vous interpeller. Ces présences-là intéressent passionnément Jung. Il essaye non seulement de les repérer telles qu'elles se représentent dans la vie quotidienne, mais aussi sur la scène du rêve, et il essaye de voir comment elles sont organisées de l'intérieur. C'est-à-dire que les archétypes sont des présences, mais des présences qui obéissent à une structuration dans leur mise en scène, dans leur dramatisation, de sorte que les archétypes sont en fait des structures de la représentation et du comportement. Ces structures sont proprement inconscientes. En tout cas, c'est une vision radicalement opposée à celle de Freud, même si l'archétype apparaît après la
rupture, une rupture qui va être très violente entre justement les Jungiens et les Freudiens. Jung va se retrouver tout seul, il démissionne de la présidence de l'association psychanalytique internationale, il va créer sa propre école, la psychologie analytique, c'est ça, et puis très violemment attaqué, très seul à ce moment-là, après 1913, Christian Gaillard. Oui, évidemment seul, et il était nécessaire qu'il le restât assez longtemps, et il l'a fait d'ailleurs de 1913 à 1918, se demandant où il allait de ce pas-là, c'est-à-dire aux prises avec justement ces présences que j'évoquais tout à l'heure et qu'on dit archétypiques, et qui l'interpellent et auxquelles il essaie de donner sens, qu'il essaie de reconnaître, à propos desquels il essaie de construire des concepts, celui d'anima, celui de soi, celui d'ombre, pour savoir à quoi on a affaire à ces moments particuliers, sous ces espèces particuliers du rapport à l'inconscient. Il est seul parce que la psychanalyse, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire singulière, c'est un engagement dans une découverte à propos de ce qui justement nous échappe, mais qui nous tient et qui nous saisit. En ce sens-là et radicalement, il n'y a pas opposition, mais il y a un approfondissement, dirais-je, une façon de creuser qui est propre à Jung, de creuser sous la leçon freudienne pour repérer ce qui structure en sous-œuvre, dirais-je, l'inconscient auquel on a affaire. Puis il est seul parce qu'il est violemment donc attaqué par les Freudiens, et les critiques et les accusations vont aller en s'amplifiant quand en 1933, Hitler arrive au pouvoir et que quelques semaines plus tard, les nazis brûlent à Berlin les livres qui ne leur conviennent pas, et parmi eux ceux du père de la psychanalyse. Contre l'interprétation avilissante des instincts vitaux pour la noblesse de l'âme, je donne au feu les écrits de l'école de Sigmund Freud. Contre la trahison littéraire du soldat de la guerre mondiale pour l'éducation du peuple dans un esprit de véracité, je donne au feu les écrits d'Erich Maria Remarque. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Carl Gustav Jung. Et Karl Orff, que l'on entend maintenant, nous s'était précédé une archive de l'autodafé de 1933, pendant lesquelles on a brûlé, entre autres, les livres de Freud et de ses disciples, mais pas ceux de Jung. Alors on a beaucoup accusé, Christian Gaillard, on a beaucoup accusé Jung de complaisance dans les années 30 avec le nazisme, d'abord parce qu'il a pris la tête d'une organisation qui s'appelait la Société Médicale Générale de Psychothérapie, la AGP, qui était elle-même présidée par un cousin de Göring. Oui, là aussi, il faudrait être précis. Je crains qu'on n'en ait pas beaucoup de temps, mais je vais tâcher de mettre quelques repères. 1933, c'est surtout l'édiction par le pouvoir nazi dans des lois criminelles qui permettait d'exclure de la plupart des organisations professionnelles, du seul fait qu'ils étaient juifs, tout un nombre d'avocats, évidemment, de médecins, de thérapeutes. Il se trouve que cette société auquel vous faites allusion, l'Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychothérapie, la Société Générale Médicale de Psychothérapie, était présidée par Kretschmer et Jung était son vice-président. Kretschmer en a démissionné et c'est à ce moment-là que les thérapeutes et analystes allemands ont demandé à Jung de prendre la présidence de cette association pour essayer de traverser ce qui était en train d'être mis en place par le régime nazi au titre de leur loi d'exception à l'encontre des Juifs. Jung a accepté cette présidence en mettant en place tout aussitôt une série de mesures qu'il faut rappeler brièvement. Tout d'abord, son premier acte institutionnel a consisté à transférer le siège de cette association, de cette société, d'Allemagne à Zurich, c'est-à-dire en la mettant hors du pouvoir du régime nazi. D'autre part, il a immédiatement travaillé à l'internationalisation de cette société, c'est-à-dire qu'elle en a fait une organisation fédérale composée de diverses sociétés nationales en prenant bien garde, institutionnellement, statutairement, qu'aucune société, quelle que soit son importance numérique, ne puisse prendre le contrôle de cette nouvelle fédération internationale. En troisième lieu, il a mis en place une série de mesures qui permettaient aux thérapeutes et analystes juifs d'adhérer directement à l'association internationale sans passer par la société nationale, en particulier allemande, ce qui donnait une porte de sortie dans les conditions de l'époque à ces thérapeutes juifs. Donc dans ce domaine, sa présidence de cette association, il n'y a pas de complaisance selon vous avec le nazisme. En revanche, on lui a aussi reproché beaucoup de ses écrits de l'époque. Je vous propose d'écouter la revue de texte de Stéphanie Duncan. Oui, alors d'abord, dès 1918, il faut le dire, Carl Jung pressent la montée de nouveaux périls. À l'époque, il écrit donc
donc, plus l'autorité absolue de la conception chrétienne du monde se perd, et plus on entendra la bête blonde se tourner et se retourner dans sa prison souterraine et nous menacer d'une effraction aux suites cataclysmiques. Alors cette mise en garde, il la réitère en 1932. À tout instant, dit-il, quelques millions d'hommes peuvent être pris d'une folie qui nous précipitera à nouveau dans une guerre mondiale ou dans une révolution dévastatrice menée par les puissances élémentaires de la psyché. En 1936, alors que donc Hitler est au pouvoir depuis 3 ans, Jung publie un essai intitulé Wotan, du nom d'une figure effrayante de la mythologie allemande, symbolisant cette violence justement, et qui, selon Jung, était jusqu'à présent comme un volcan éteint. Le mouvement hitlérien, dit-il, a mis littéralement toute l'Allemagne sur pied. Ainsi, Wotan, le dieu errant, était réveillé. En juin 1933, dans une interview à Radio Berlin, donc radio sous contrôle nazi, Carl Jung réaffirme la primauté de l'individu par rapport au mouvement de masse. Le mouvement politique et social, dit-il, n'a rien à gagner de ces hordes de partisans hypnotisés. Mais le problème, c'est que dans cette interview également, quand on aborde des questions politiques, Jung répond par une attaque de la démocratie. Seules, dit-il, les périodes de tranquillité désœuvrée s'accommodent des délibérations parlementaires ronronnantes et sans objet, qui dénotent toujours l'absence de mouvement de fond ou d'urgence définie. Il est parfaitement naturel qu'un chef se dresse à la tête d'une élite qui était constituée par la noblesse dans les siècles antérieurs. La noblesse croit comme une loi naturelle au sang et au caractère exclusif de la race. Alors par la suite, on reprochera aussi beaucoup à Jung un article paru en Allemagne en 1934 dans lequel il compare ce qu'il appelle les Ariens aux Juifs. Les Juifs, écrit-il, en nomades relatifs, n'ont jamais produit et ne produiront probablement jamais de culture propre, étant donné que leurs instincts et leurs dons requièrent un peuple d'accueil plus ou moins civilisé pour se développer. Et Carl Jung ajoute, l'inconscient arien a un potentiel plus élevé que celui des Juifs, c'est l'avantage et l'inconvénient de la jeunesse, non encore totalement détachée de la barbarie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un propos qui lui a été reproché. C'est vrai qu'il y a quand même des phrases ambiguës dans les textes qu'on vient d'entendre, Christian Gaillard. Il y a évidemment, plus que des phrases ambiguës, il y a des fautes. Il y a des fautes qui ont été, à mon sens, qui ont été commises par Jung dès lors qu'il a essayé de s'avancer dans le sens d'un projet qui a été le sien pendant un certain temps, c'est celui du projet de psychologie des peuples. Passant de la psychologie individuelle à une psychologie qui prenne en compte plus généralement ce qui constitue les avancées d'une culture. Il s'est dit à un certain moment, et il a ensuite abandonné ce projet, qu'il serait utile et probablement utile à l'analyse personnelle de tout un chacun, de savoir dans quel contexte culturel, dans quelle tradition, dans quel héritage il s'inscrit. C'est dans cette perspective qu'il s'est proposé pendant un certain temps, et en effet dès 1918, de faire la différence de bien marquer la différence qui pouvait se marquer selon qu'on est breton ou que l'on est suisse ou que l'on est né à Berlin depuis la 6e génération. À mon avis, cette psychologie des peuples à laquelle il a tenté de travailler pendant un certain temps, est une erreur. Est une faute épistémologique et une faute de la part d'un clinicien. Au demeurant, vous avez bien entendu dans l'ensemble des textes que vous avez cités, d'une part, ces mises en garde, ces cris d'alarme qui sont infiniment répétés et de longue date et à travers les décennies, notamment la phrase que vous avez citée, le mouvement politique et social n'a rien à gagner à ces hordes de partisans hypnotisés. Il le dit à Radio Berlin, il le dit en 1933, comprenne qui pourra, hein, et si on veut pas le comprendre, c'est que décidément, on n'a pas envie de l'entendre. Oui. D'autre part, s'agissant de ce qu'il dit du chef qui émerge d'un certain groupe social, il faut le mettre en rapport avec une ou deux autres phrases du même contexte que vous n'avez pas citées, et qui sont elles, directement en rapport avec l'essentiel de la question. L'essentiel de la question, à mon avis, je suis obligé d'ajouter ces 2 points. Premièrement, c'est ceci. Comment aujourd'hui, nous, psychanalystes, nous pouvons comprendre, prendre la mesure et faire face et résister à des mouvements aussi déferlants, mobilisateurs collectivement qu'a pu l'être le national-socialiste? Je pense que c'est une question qui se pose aujourd'hui même. Pas d'adhésion, en tout cas, au nazisme, contrairement à ce qu'avait dit un jour Catherine Clément à notre micro. Ça avait provoqué d'ailleurs une réaction de beaucoup de Jungiens en France. Comment se fait-il d'ailleurs, Christian Gaillard, qu'aujourd'hui encore, les passions ne soient pas retombées, qu'il y ait toujours cet affrontement entre Jungien et Freudien très longtemps, 40 ans après la mort de Jung, qui est mort en 61?
Écoutez, je vais bien essayer de répondre en 2 mots à cette question, mais je voudrais d'abord revenir sur un texte qui est essentiel et que vous avez évoqué à juste titre, c'est celui qui s'intitule Wotan. Et Wotan, c'est un texte extrêmement important, en 1936, c'est-à-dire 36, c'est entre 33 et 39, entre les débuts du régime nazi qui s'affirme et qui s'installe, et puis 39, le début de la guerre. Dans ce texte sur Wotan, Jung prend très clairement à contre-pied et radicalement l'idéologie du national-socialisme. Et comment? En montrant tout simplement, à qui voulait bien le lire, et c'est dans une revue de large diffusion, c'est la Neue Schweizer Rundschau, que tout au contraire de ce que prétendait le régime national-socialiste, eh bien l'Allemagne n'est pas l'héritière du Deuxième Reich, le Reich de Guillaume, et du Premier Reich, le Saint-Empire romain germanique, avec en arrière-fond évidemment la Grèce et Rome, mais tout au contraire est animé, investi, possédé par un vieux démon germanique, et il le fait savoir aux Allemands pour leur dire, eh bien, regardez donc où vous avez les pieds, regardez donc ce qui vous possède et ce qui vous tient. Il nous reste 30 secondes, Christian Gaillard, mais je reviens à ma question. Les Jungiens aujourd'hui sont très nombreux, vous êtes analyste vous-même, méthode jungienne. Est-ce que la thérapie jungienne est différente de la thérapie freudienne? En quoi d'ailleurs? Parce que pour ceux qui l'ignorent, hein, comme moi. Il nous reste à peine quelques secondes, on a très peu de temps, malheureusement on est obligé de rendre l'antenne. Alors, quelques secondes pour dire ce que c'est la psychanalyse en général et la psychanalyse jungienne en particulier, c'est une gageure. La psychanalyse en général, je disais que c'est une expérience de l'inconscient qui est cadrée, qui est théorisée, qui est organisée entre un analyste et un analysant, et l'analysant profitant de l'expérience que l'analyste a de cette même affaire. Ceci dit, il y a diverses orientations théoriques, diverses façons de penser le rapport à l'inconscient en fonction de la tradition, je dirais, de la famille dans laquelle on s'inscrit. Pour marquer les différences essentielles entre la psychanalyse jungienne et l'analyse freudienne, je dirais que la psychanalyse jungienne est en général une psychanalyse longue. Une psychanalyse longue tout simplement parce qu'il s'agit d'accompagner, de soutenir des processus au long cours, et précisément le processus d'individuation, je terminerai sur ce point, l'individuation, c'est ce qui le plus radicalement s'oppose à toute espèce de totalitarisme, à toute espèce de mouvement de masse, parce que ça exige que le sujet prenne place dans son histoire, assume sa responsabilité, qui est en définitive une responsabilité éthique.